Du 38e étage de la tour du groupe Danjuma, Jafet Danjuma contemplait l'horizon de verre de Victoria Island. La gosse palpitait en contrebas, bruyante, implacable, vivante. Mais ici, tout était calme, stérile, vide, exactement comme il l'aimait. À 34 ans, Jafet était un magnate autoproclamé aux yeux du monde. Ils ignoraient les milliards que son père avait discrètement injectés dans son premier investissement. Ils ignoraient les sacrifices de sa mère pour préserver leur nom des scandales. Tout ce qu'ils voyaient, c'était l'homme impitoyable qui ne souriait jamais, ne fléchissait jamais, ne perdait jamais. Il construisait des entreprises comme des machines, efficaces, rentables, impersonnelles. L'amour, les relations, c'étaient des faiblesses. Il fréquentait des femmes, mannequins, actrices, héritières, mais aucune ne l'atteignait. Il n'avait jamais rien ressenti. Il suivait le mouvement, dîner, cadeaux, adieu froid. Ses collaborateurs pensaient qu'il était simplement difficile. Mais au fond, Jafet savait que quelque chose en lui s'était éteint il y a des années. Depuis Émilie. Il avait enfoui ce nom, ce souvenir, cette erreur. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Dans un petit appartement de 2 pièces à Agege, Émilie Hobby jonglait avec une marmite chaude de soupe d'aigusi d'un côté et un bambin gigotant de l'autre. Ses jumeaux, Jadon et Joël, se bagarraient sur le canapé usé, tandis que leur sœur Jasmine essayait de réparer sa chaussure d'école cassée avec un élastique. Le dîner est prêt dans 5 minutes, lança-t-elle, la voix ferme mais douce. C'était sa vie maintenant, survivre. Elle nettoyait les maisons des autres le jour et tressait des cheveux la nuit, juste pour nourrir ses enfants. Chaque nez racontait. Chaque cuillère de riz était rationnée. Mais elle ne se plaignait jamais, pas devant eux. Pas après tout ce qu'elle avait traversé. À 19 ans, elle avait été engagée comme domestique dans le manoir des Danjuma, une vaste propriété sur Banana Island, avec des sols en marbre et un personnel qui ne la regardait jamais dans les yeux. C'est là qu'elle l'avait rencontré, Jafet Danjuma. Il avait 23 ans, fraîchement revenu de l'étranger, arrogant et déséuvré. Mais contrairement aux autres, il l'avait remarqué. Il lui parlait. Au début, c'était innocent. Puis, une nuit solitaire s'était transformée en une série de moments volés. Promesses chuchotées, caresses furtives, et puis elle était tombée enceinte. Quand elle le lui avait annoncé, il l'avait regardée comme si elle l'avait maudit. Ses parents ne l'avaient même pas laissé parler. « Comment oses-tu essayer de piéger notre fils ?» avait craché sa mère, lui jetant une enveloppe pleine d'argent à ses pieds. « Tu n'es rien, petite. Retourne d'où tu viens. » Jafet n'avait rien dit, pas un mot, pas même un « désolé ». Elle était partie cette nuit-là, le cœur brisé, le ventre arrondi, et un serment de survivre, même si cela devait la tuer. Elle n'avait jamais dit à ses enfants qui était leur père. Pas par haine, mais pour les protéger du rejet, de la honte, du monde froid dans lequel elle avait autrefois essayé de s'élever. Mais chaque fois que Jasmine demandait pourquoi elle n'avait pas de papa comme les autres enfants, une partie d'Émilie se brisait à nouveau. Elle se souvenait encore de ses yeux, orageux, indéchiffrables, magnifiques, et comment ils s'étaient figés en pierre dès que sa mère était entrée dans la pièce. Dans sa suite pentouse, Jafet se versa un verre de vin qu'il ne finirait pas. Il avait tout, jet privé, collection d'art, terrain dans 3 pays. Pourtant, il se sentait vide. Personne ne savait qu'il avait une faiblesse, un souvenir. Une femme à la peau brune et aux mains tremblantes. Un secret qu'il avait enfoui si profondément qu'il pensait qu'il ne remonterait jamais à la surface. Mais le passé a une manière de frapper à la porte. Et il ne faudrait pas longtemps avant qu'Émilie ne le fasse. Pas pour mendier, pas pour se venger, mais parce que leurs enfants avaient ses yeux. Et la vérité avait maintenant un visage. Le vent soufflait doucement alors qu'Émilie se tenait devant les grilles d'un complexe d'appartements modestes mais propres, à la périphérie de l'Équille. Son cœur souffrait du souvenir de ce qu'elle venait de faire. Elle avait vendu l'unique terrain que ses parents lui avaient laissé. Ce n'était pas grand, à peine un petit lopin de terre dans les confins poussiéreux d'Ikorodu, mais c'était le dernier souvenir tangible qu'elle avait d'eux, le terrain que son père avait juré être un jour sa fondation, l'héritage que sa mère l'avait supplié de ne jamais abandonner. Mais les rêves ne payaient pas les frais de scolarité. La terre ne nourrissait pas les enfants qui grandissaient. Et le sentimentalisme ne les protégeait pas de l'odeur de l'eau des caniveaux ni des rats dans leur appartement à Agege. Alors,
Elle l'avait vendu et avait déménagé ses enfants dans un modeste appartement de 2 chambres à l'Equiphase 2. Le quartier n'était pas Banana Island, mais il était plus propre, plus calme, plus sûr. Ses enfants, Jaden, Joel et Jasmine, avaient maintenant 6 ans, curieux, brillants, magnifiques. Les garçons avaient les yeux de leur père. Jasmine avait le sourire d'Emily. Ils méritaient mieux. Et Emily leur donnerait, même si cela devait la briser. Elle était maintenant en dernière année d'école d'infirmière, un objectif qu'elle pensait autrefois hors de portée lorsqu'elle avait quitté le manoir des Danjuma avec seulement un ventre arrondi et des larmes trempant son pagne. Mais la grâce l'avait portée. Le travail acharné l'avait soutenue, et le feu de la maternité n'avait jamais cessé de brûler dans ses os. Cela n'avait pas été facile. Elle suivait des cours le jour, puis se précipitait à son poste à l'unité d'urgence de l'hôpital Général Héritage, un hôpital privé de premier ordre à Lagos, où, contre toute attente, elle avait décroché un poste d'infirmière stagiaire. Elle était brillante. Elle lisait pendant ses pauses, posait des questions que personne d'autre n'osait, et apprenait plus vite que la plupart de ses camarades. L'une des médecins seniors, le docteur Asa Amundi, avait vu quelque chose en elle. « Tu me rappelles moi-même », lui avait-elle dit un jour. « Tu brûles, Émilie, discrètement, intensément. C'est rare. » Et ainsi, il lui avait donné une chance. Ses journées étaient un cycle sans fin de sang, de manuels, de courses pour emmener les enfants à l'école, d'aide aux devoirs tard le soir, et de coucher 3 petites têtes endormies tout en retenant ses propres larmes d'épuisement. Elle n'avait jamais l'air reposé. Ses yeux portaient toujours des ombres. Mais son sourire ne s'éteignait jamais devant ses enfants. Chaque matin, Jasmine tressait les cheveux de sa mère avant l'école. « Pour que tu n'aies pas l'air fatiguée, maman », disait-elle avec ses petits doigts tirant soigneusement. Jaden préparait toujours le déjeuner d'Emily avec ce qu'il restait dans le frigo. Joël vérifiait 3 fois que son réveil était réglé avant de se coucher. Ils avaient 6 ans, mais ils l'aimaient comme s'ils en avaient 60, brillants, serviables, protecteurs. Ils savaient que leur mère était leur héros. Même si elle ne le disait jamais, ils pouvaient sentir son amour dans chaque uniforme d'école repassé, chaque préparation d'examen tard le soir, chaque baiser qu'elle posait sur leur front avant de partir pour son poste du soir à l'hôpital. Après un quart de 12 heures, elle aperçut son reflet dans la porte vitrée d'un patient. Elle se reconnaissait à peine, pâle, mince, usée. Mais ses yeux brûlaient encore. Il y avait quelque chose de profondément beau chez une femme qui continuait d'avancer alors qu'elle avait toutes les raisons de s'arrêter. Émilie n'avait pas vu Japhet depuis près de 7 ans. Elle n'avait jamais essayé de le contacter. Elle entendait des murmures sur son succès, couverture de Forbes, fusion à des millions de dollars, propriété de luxe à travers le monde. Elle savait qu'il était devenu l'homme que sa famille avait toujours voulu qu'il soit. Elle se demandait s'il pensait parfois à elle. Mais cela n'avait plus d'importance. Elle n'avait pas besoin de lui. Elle avait construit sa propre vie à main nue. Elle avait élevé 3 des enfants les plus intelligents de Lagos. Elle était presque infirmière, presque libre. Presque. Ce qu'elle ignorait, c'est que le destin tissait déjà à nouveau son fil, que Japhet Danjuma entrerait bientôt à l'hôpital Général Héritage pour un contrôle médical lié à ses affaires. Et quand il le ferait, la vérité qu'il avait enfouie ressurgirait, non pas comme une honte, mais comme une femme avec ses yeux et 3 petits visages, et le feu du ciel. Japhet Danjuma avait autrefois cru que le pouvoir le rendrait intouchable. Il pensait que s'il travaillait assez dur, gagnait assez, et construisait un empire assez solide, personne ne pourrait plus lui faire de mal, pas même lui-même. Mais le pouvoir avait un prix, et le sien s'appelait Sandra. Il y a 6 ans, quand Émilie était sortie de la maison familiale avec rien d'autre que des larmes dans les yeux et la vérité dans son ventre, Japhet avait été trop lâche pour l'arrêter. Son silence n'était pas dû à un manque d'amour. C'était parce qu'il savait ce que l'aimer lui coûterait. Ses parents s'en étaient assurés. « Tu as un empire à protéger, Japhet », avait aboyé son père. « Tu penses qu'une domestique avec un ventre plein d'enfants illégitimes est l'avenir du groupe Danjuma ? Règle ça discrètement », avait ajouté sa mère, froidement. « Elle est en dessous de toi. » Alors, il n'avait rien fait. Il était resté là, les yeux éteints, pendant qu'il traînait la dignité d'Émilie sur le sol de marbre. Et pour maintenir la paix, pour protéger son héritage, il avait accepté la solution qu'il proposait, Sandra Ezi. Sandra était la fille du sénateur Philippe Ezi,
un homme dont le soutien politique signifiait tout pour la famille d'Anjuma. Son appui pouvait garantir à son père le prochain siège au Sénat. Et Sandra, elle était le prix. Elle portait son nom de famille comme une couronne. Dès qu'elle était entrée dans le monde de Jaffé, elle avait clairement fait comprendre qu'elle était le cadeau et lui, le projet. « Je te rends service rien qu'en étant ici », avait-elle dit le soir de leur fiançailles. « Ne l'oublie pas. » Jaffé essayait de tolérer son arrogance, son obsession pour les sacs de marque, les escapades spontanées à Paris, les rendez-vous de Botox à Cape Town, les petits déjeuners au champagne à Dubaï. Elle dépensait l'argent comme s'il s'agissait d'essence. Et il la laissait faire, car se plaindre signifiait risquer les ambitions politiques de sa famille. Il payait pour tout, les sacs, les voitures, le Penthouse où elle ne dormait même pas. Mais ce qu'il ne pouvait pas acheter, c'était la paix. Sandra était bruyante, vulgaire, et constamment sous l'emprise d'un cocktail de substances coûteuses ou de son propre ego. Elle faisait la fête avec des inconnus, flirtait avec des associés, et insultait Jaffé en face. « Tu as de la chance que je te tolère », avait-elle ricané un jour, jetant sa montre Cartier à travers le Penthouse dans un accès de rage. « Au moins, j'ai un vrai lignage. Toi, tu n'es qu'un robot programmé par tes parents. » Cette nuit-là, Jaffé avait dormi dans son bureau. Il le faisait souvent, car il était plus facile de faire face à des bilans et des contrats qu'au silence creux d'un lit de luxe à côté d'une femme qui le voyait comme un pion. Ce que personne ne savait, c'est que Jaffé ne s'était pas senti vivant depuis le départ d'Émilie. Il pensait qu'ignorer la douleur la ferait disparaître, mais elle devenait plus forte avec le temps. Chaque fois qu'il voyait une mère emmener son enfant à l'école, chaque fois qu'il entendait quelqu'un dire « Papa » au supermarché, chaque fois que son téléphone sonnait et que ce n'était pas elle, il se demandait « Où était-elle » Le détestait-elle? Les enfants connaissaient-ils même son nom? Il essayait de se distraire avec le travail. Mais l'empire qu'il aimait autrefois lui semblait maintenant une prison dorée. Tout le monde voulait une part de lui, investisseurs, politiciens, médias, mais personne ne se souciait s'il mourait à l'intérieur. Il souriait sur les photos. Il saignait en privé. Il portait des costumes à 1000 $, mais il ne ressentait rien dessous. Pas même de la fierté. Un après-midi, après une autre dispute humiliante avec Sandra lors d'un gala politique, Jaffé s'assit dans sa Maybach, regardant son propre reflet dans la vitre teintée. « Je ne reconnais pas cet homme », murmura-t-il à personne. Il avait 34 ans, plus riche que la plupart des leaders mondiaux, craint dans toutes les salles de réunion. Mais son âme mourait de faim. Cette nuit-là, il fixa le plafond de son Penthouse pendant des heures. Son esprit revenait sans cesse à Émilie. La façon dont elle pliait ses chemises. La façon dont elle avait embrassé ses phalanges après qu'il les avait meurtries sur un sac de boxe. La façon dont elle le regardait comme s'il était plus que la marionnette de son père. Il ne méritait pas de penser à elle, pas après ce qu'il avait fait. Mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Et il ignorait que le destin se mettait déjà en marche. Dans quelques jours, un contrôle médical de routine dans l'un des meilleurs hôpitaux de Lagos le mènerait directement à elle. Et cette fois, ce ne serait pas elle qui aurait honte dans les yeux. Ce serait lui, car elle était devenue tout ce qu'il disait qu'elle ne pourrait jamais être. Et lui était devenu tout ce qu'elle craignait qu'il soit déjà. Jaffé d'Anjuma avait toujours su garder le contrôle. Contrôle dans les salles de réunion, contrôle en public, contrôle sur le chaos qui menaçait constamment de surgir en lui. Mais ce soir-là, ce contrôle s'effondra. Il se tenait au centre de son salon, son téléphone encore en main, la mâchoire si serrée qu'elle lui faisait mal. Les photos le fixaient depuis l'écran, explicites, honteuses, indéniables. Sandra, nue, envoyant des photos à Michael, son ami, son partenaire d'affaires, un homme qui s'était assis à côté de lui lors du dernier dîner des actionnaires. Elle n'avait même pas pris la peine de le cacher. Quand il l'avait confrontée, elle avait à peine scié. « Jaffé, arrête de jouer les choqués », avait-elle dit en époussetant une peluche invisible sur son haut de marque. « Tu savais ce que c'était depuis le début. »« Tu couches avec mon ami », avait-il rétorqué, la fureur perçant dans sa voix. « Je fais ce que je veux », avait-elle répondu froidement. « Tu ne me possèdes pas. » Son cœur battait à tout rompre. « Je me suis occupée de toi. » Elle avait ri. « Occupée de moi ? Non, chérie, je me suis occupée de toi. Sais-tu combien de femmes comme moi ne voudraient même pas être vues avec un robot comme toi ? Tu es riche, grand, beau. Tu fais bonne figure à mon bras.
Tu es une pièce d'exposition, un mannequin. C'est tout. Il était abasourdi. Pas parce que ces mots faisaient mal, ils faisaient toujours mal, mais parce que quelque chose en lui s'était enfin brisé. Il avait entendu des variantes de cela pendant 6 ans. Tu as de la chance que je te tolère. Tu es ennuyeux, Jaffet. Tu as besoin de moi pour sembler humain. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, il ne se sentait pas engourdi. Il se sentait fini. Je suis un homme, murmura-t-il pour lui-même après qu'elle eut claqué la porte de la chambre. Je suis un homme adulte, éduqué, prospère. Pourquoi est-ce que je vis comme ça? Personne n'avait de réponse. Et il n'allait pas rester une seconde de plus. Il attrapa ses clés de voiture, la rage tourbillonnant comme une tempête dans ses tripes. Les sols de marbre résonnaient sous ses pas rapides. Dehors, le ciel s'était assombri, des nuages déferlant rapidement comme si les cieux eux-mêmes reflétaient sa colère. Il fonça à travers le parking souterrain et dans la nuit pluvieuse de Lagos. Les rues étaient floues, non pas à cause de l'averse, mais à cause du brouillard dans son esprit. Il ne savait pas où il allait. Il s'en fichait. Ses pensées rugissaient plus fort que le moteur. Pourquoi suis-je resté 6 ans? Pourquoi les ai-je laissés me contrôler? Pourquoi les-je laissés me traiter comme un objet? Pourquoi n'ai-je pas lutté pour ce que je voulais vraiment? Chaque question frappait plus fort que la précédente. Il ne vit pas le nid de poule. Il n'enregistra pas le virage. Il n'anticipa pas le camion qui surgit de nulle part. L'accident fut instantané. Le bruit du métal qui se tordait, du verre qui explosait, puis le silence. 6 jours plus tard, le bourdonnement des machines, le ronflement stérile des lumières d'hôpital, l'odeur nette de l'antiseptique. Jaffet d'Anjuma gisait immobile, relié à des moniteurs, le visage meurtri, le corps recousu et fracturé. L'accident avait été brutal. Il s'était cassé une côte, déboîté une épaule et subi une légère lésion cérébrale traumatique. Il avait été dans le coma pendant 6 jours. Les médecins disaient qu'il avait de la chance d'être en vie. Le personnel hospitalier s'activait efficacement autour de lui, vérifiant les signes vitaux, enregistrant les données, ajustant les tubes. Personne n'osait parler trop fort dans la chambre d'un homme si puissant, même inconscient. À l'extérieur de sa chambre privée en soins intensifs, les questions fusaient. Le conseil d'administration voulait des réponses. Ses parents étaient rentrés précipitamment au pays. Son assistant gardait un contrôle strict sur les demandes de la presse. Personne ne connaissait toute l'histoire. Une seule chose était claire, il s'était réveillé. Les yeux de Jaffet s'ouvrirent lentement, clignant contre les lumières vives au-dessus. Tout était flou, lourd. Sa gorge était sèche, et sa poitrine le faisait souffrir à chaque respiration superficielle. Il essaya de bouger, mais une douleur fulgurante traversa ses côtes. Une infirmière le remarqua et se précipita à son chevet, appuyant sur un bouton pour alerter l'équipe. « Vous êtes réveillé, monsieur », dit-elle doucement, comme si elle n'y croyait pas tout à fait elle-même. Jaffet tenta de parler, mais sa voix resta coincée dans sa gorge. Les médecins accoururent. Les moniteurs bipaient rapidement. D'autres questions suivirent. « Pouvez-vous nous entendre? Savez-vous votre nom? Pouvez-vous vous souvenir de ce qui s'est passé? » Il répondit lentement, prudemment. Sa mémoire était fragmentée, mais l'émotion restait. Rage, regret, épuisement, puis confusion. Car juste à l'extérieur de la porte, en chuchotement, le médecin parlait à ses parents. Il semblait secoué, perturbé. Puis il entendit les mots, doux, étouffés, mais obsédants. Il faut lui dire. Il doit savoir. La voix de sa mère se brisa. Son père détourna le regard. Jaffet fronça les sourcils, son cœur battant plus fort. Que voulait-il dire? Que devait-il savoir? Il tenta de se redresser, mais la douleur le repoussa. Qu'est-ce qui pouvait être pire que la vie qu'il vivait déjà? Il ne le savait pas encore, mais il était sur le point de le découvrir. Jaffet était assis, soutenu dans son lit d'hôpital, vêtu d'une simple blouse, le visage pâle, le cœur lourd. Les murs autour de lui semblaient se refermer. Une légère brise de la climatisation effleurait sa peau, mais il ne la sentait pas. Il attendait, redoutant. Le médecin senior entra en premier, le docteur Félix, calme, expérimenté, mais trop silencieux aujourd'hui. Derrière lui, les parents de Jaffet, son père,
raide comme une planche, sa mère, mordillant ses lèvres nerveusement. Quelque chose dans leur posture, comme des endeuillés, pas une famille, envoya une onde de crainte le long de sa colonne vertébrale. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il platement, les yeux passant d'un visage à l'autre. Le médecin s'éclaircit la gorge. « Monsieur Danjuma, votre accident a causé un traumatisme à votre région pelvienne. Un trajet nerveux lié à votre système reproducteur a été gravement endommagé. » Jaffet fronça les sourcils. Le silence était brutal. Puis les mots tombèrent comme un marteau. « Vous ne pourrez pas avoir d'enfant. » Jaffet cligna des yeux. Cela ne s'enregistrait pas. Cela ne pouvait pas. Il fixa le médecin comme s'il avait parlé une langue étrangère. Je ne comprends pas. Votre capacité à procréer a été définitivement compromise. La pièce vacilla. Son pouls grondait dans ses oreilles. Il laissa échapper un rire sec. Non, il y a une erreur. Je peux payer pour des spécialistes à l'étranger. Allemagne, Suisse, les États-Unis. Il y a toujours quelque chose à faire. Même avec le meilleur traitement, dit doucement le médecin, les chances sont presque inexistantes. Jaffet tourna lentement les yeux vers ses parents. Et puis cela arriva. La rage éclata. « Vous avez fait ça, siffla-t-il, pointant une main tremblante sur eux. Vous m'avez détruit, Jaffet. S'il te plaît, murmura sa mère, les larmes s'accumulant dans ses yeux. Non, ne t'avise pas de pleurer, rugit-il. Vous n'avez pas le droit de pleurer ce que vous avez tué. La mâchoire de son père se serra. C'était un accident. Non, coupa Jaffet, la voix brisée. L'accident n'était que le résultat final. Vous m'avez ruiné bien avant cela. Vous m'avez forcé à rester avec une femme que je détestais. Vous m'avez transformé en marionnette. Et pourquoi? Des sièges au Sénat? Du pouvoir politique? Une image publique? Il tremblait de fureur, les poings serrés. Vous ne m'avez jamais aimé. Vous aimiez ce que je pouvais vous donner, ce que je représentais sur les couvertures de magazines, ce que je disais dans les interviews. Je n'ai jamais été votre fils. J'étais votre investissement. Jaffet, sanglota sa mère. Je ne veux plus jamais vous voir, ni l'un ni l'autre. Il regarda directement son père. Et je ne retournerai jamais avec Sandra. Sa poitrine se soulevait tandis que le silence tombait. Personne ne parlait. Les machines bipaient rythmiquement à côté de lui, mais le bruit émotionnel dans son esprit était assourdissant. C'est ma punition, pensa-t-il. Pour ce que je lui ai fait, pour ce que j'ai laissé arriver à Émilie. Et pour la première fois en plus d'une décennie, Jaffet Danjuma s'effondra et pleura. Pas comme un PDG, pas comme le fils d'un politicien, mais comme un homme brisé qui avait enfin percuté le mur vers lequel il fonçait depuis des années. Plus tard ce soir-là, Émilie était épuisée. Elle avait tressé les cheveux de Jasmine pour l'école, aidé Joël et Jadon avec leurs devoirs de mathématiques, et préparé le dîner avant de se précipiter à l'hôpital pour le quart de nuit. Ses os lui faisaient mal, sa tête pulsait. Ce soir, elle était assignée aux rondes de bien-être émotionnel des patients, une tâche routinière. Juste vérifier, poser quelques questions, noter les réponses. Elle aimait généralement cette partie de son travail. Cela la faisait se sentir humaine. Mais ce soir, elle n'était pas d'humeur. Elle jeta un coup d'œil au tableau des patients qu'on lui avait remis. Il y avait 10 chambres à couvrir. Elle ne vérifia pas les noms, juste les numéros de chambre. Elle voulait juste en finir. La 3e chambre sur la liste était faiblement éclairée. Le patient lui tournait le dos, les épaules voûtées vers le mur, comme s'il essayait de disparaître. Émilie entra doucement, sa voix basse. « Bonsoir, monsieur. Je suis ici pour un rapide contrôle de bien-être. » Pas de réponse. Elle essaya à nouveau, s'approchant. « Je sais que c'est dur. La douleur a une manière d'étouffer tout le reste, mais vous êtes en vie. C'est quelque chose. » Toujours le silence. Elle soupira. « Vous n'avez pas à parler. Je comprends. Juste un signe de tête si. » Émilie. Son nom trancha l'air comme un éclair. Son corps se figea. Cette voix était cousue dans le tissu de sa mémoire. Son cœur cognait contre ses côtes alors que le patient se tournait lentement, les yeux gonflés, le visage pâle, meurtri, les lèvres abîmées.
Mais c'était lui. Japhet. Ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité, son souffle se bloqua. Son regard croisa le sien, choqué, brut, ouvert. Pour la première fois en des années, sans masque. Émilie. Elle ne pouvait pas bouger. Elle ne pouvait pas respirer. Puis, soudain, la digue céda. Les larmes montèrent alors qu'elle reculait en trébuchant hors de la pièce, courant dans le couloir, tournant au coin, dans les toilettes du personnel, loin de l'homme qui avait à la fois ruiné et façonné sa vie pour toujours. Elle s'effondra au sol, le cœur se brisant dans sa poitrine. Parce que le destin n'en avait pas fini. Le destin venait de rouvrir une porte qu'elle avait passé 6 ans à essayer d'oublier. Émilie ne savait pas d'où lui venait la force de courir. Elle savait seulement qu'elle devait s'éloigner du passé, des yeux de Japhet, du son de son nom sur ses lèvres. Sa vision était brouillée par les larmes alors qu'elle tournait au coin et heurtait quelqu'un. Un parfum fort, de la soie coûteuse, des bracelets en or. Émilie se figea, le souffle coupé. Devant elle, tout aussi stupéfaite, se tenait la dernière personne qu'elle voulait voir, Madame d'Anjuma. La femme qui avait autrefois craché à ses pieds. La femme qui avait crié qu'elle n'était pas digne de porter un enfant d'Anjuma. La femme qui lui avait tendu une enveloppe d'argent et lui avait dit de disparaître. « Vous, » murmura la femme, reculant d'un pas. « C'est vous. » Les lèvres d'Émilie tremblaient. Elle se souvenait de tout. La honte, la manière dont elle avait été chassée du manoir comme une voleuse, les rires cruels du personnel, le regard de Japhet cette nuit-là, figé, inutile. Émilie ne parla pas. Que pouvait-elle dire? Qu'elle avait survécu? Qu'elle avait élevé les enfants qu'ils avaient essayé d'effacer? Au lieu de cela, elle fit la seule chose que sa dignité lui permettait. Elle passa devant la femme sans un mot. Directement dans la salle du personnel, directement à son casier. Elle rangea son sac avec des mains tremblantes. Une infirmière lui demanda si elle allait bien. « Je suis malade », dit-elle doucement. Et elle l'était. Malade de cette nuit. Malade du fantôme de Japhet. Malade d'être forte. Elle pointa son départ et marcha dans la nuit, comme si elle fuyait un immeuble en flammes. Japhet fixait la fenêtre, son corps douloureux, mais ses pensées tourbillonnaient plus fort que la douleur. Ses émotions étaient à vif, effilochées, à peine tenues ensemble. La porte grinça. Sa mère entra. Pendant un moment, elle le regarda simplement. Puis, avec un sourire crispé, elle dit « Je viens de la voir. » Émilie. Japhet se tourna brusquement, la poitrine serrée. « Je savais que je reconnaissais son visage, » continua-t-elle, s'approchant. « Ça m'a pris un moment. Elle a changé. Mais c'est elle. La domestique. La fille d'il y a toutes ces années. » Il ne parla pas. Ses mains serraient la couverture. « Et j'ai une théorie, » poursuivit-elle, la voix froide et posée. « Je pense qu'elle a eu cet enfant. Je pense qu'elle l'a gardé. » Les sourcils de Japhet se froncèrent. « Quoi ?» Les yeux de sa mère brillèrent, non d'amour, mais de calcul. « Si elle a eu l'enfant, Japhet, alors nous pouvons la poursuivre en justice, demander une reconnaissance de paternité, établir une garde légale. Comme ça, même si tu ne peux plus avoir d'enfant. » Elle marqua une pause. « Tu auras quand même un héritier. » Silence. Long, dangereux. Puis Japhet tourna son visage entier vers elle, et ce qu'elle vit n'était pas le fils qu'elle avait élevé. C'était une tempête. « Vous entendez-vous » dit-il, la voix basse, tremblante. « Vous suggérez qu'on vole son enfant, si elle en a un, après ce qu'on lui a fait. » J'essaie de réparer ça, claqua-t-elle, son masque glissant. « Tu crois que j'aime te voir comme ça? Nous pouvons encore avoir quelque chose à quoi nous raccrocher. » Non, dit-il, plus fort maintenant. Vous pouvez avoir quelque chose à quoi vous raccrocher. Pouvoir, héritage, contrôle. Sa voix se brisa. Mais qu'en est-il de ce qu'elle a traversé? De ce que j'ai perdu? Vous l'avez chassée comme si elle n'était rien. Elle aurait pu mourir. Elle aurait pu. Mais elle ne l'a pas fait, interrompit sa mère, froidement. Et clairement, elle est toujours là, toujours en vie, toujours à travailler. Ne sois pas dramatique. La mâchoire de Japhet trembla. Vous êtes un démon. Son expression vacilla. Pardon.
Vous êtes un démon impénitent et sans cœur, cracha-t-il. Vous avez détruit tout ce qu'il y avait de bon dans ma vie. Vous avez tué la seule chose qui me rendait humain. Et maintenant vous pensez pouvoir réparer ça en volant un enfant. J'essaie de t'aider, insista-t-elle. Vous en avez assez fait, rugit-il. Sortez. Elle cligna des yeux, stupéfaite. Japheth, sortez. Il détourna les yeux. Je ne veux plus jamais vous voir, dit-il, à peine audible. Je suis sérieux. Elle resta figée un instant, puis se tourna et sortit, ses talons claquant contre le carrelage. La porte se referma derrière elle, et Japheth s'effondra. Il se pencha sur le lit, le visage dans les mains, et pleura jusqu'à ce que sa gorge lui fasse mal. Pourquoi ne l'ai-je pas protégé? Pourquoi n'ai-je pas tenu tête à eux? Pourquoi l'ai-je laissé partir? Il sanglotait, son corps tremblant. La froideur qu'il portait autrefois comme une armure avait disparu. Tout ce qui restait était un homme se noyant dans sa propre culpabilité. Me pardonnera-t-elle un jour? Il ne le savait pas, mais il savait qu'il ne se pardonnerait jamais. Émilie rentra chez elle juste après minuit, ses vêtements d'hôpital froissés, ses yeux encore rouges de larmes. L'appartement était sombre et silencieux. Les enfants dormaient. Le seul son était le tic-tac doux de l'horloge murale dans le salon. Elle laissa tomber son sac sur le sol, s'effondra sur le canapé et laissa enfin les larmes couler. Elle avait essayé de les retenir pendant le trajet, en passant la porte, dans le couloir. Mais maintenant, seule, elle s'effondra. Revoir Japheth avait rouvert des blessures qu'elle pensait guéries. Son visage, sa voix, la manière dont il l'avait regardée, comme s'il venait de voir le soleil après des années d'obscurité. Et puis croiser sa mère, la femme qui lui avait autrefois craché des mots comme des couteaux, avait été le coup final. Ses épaules tremblaient violemment. Pourquoi maintenant? Pourquoi le destin la ramenait-il dans une histoire qu'elle avait si durement combattue pour laisser derrière elle? Ses sanglots résonnaient dans le silence, puis des petits pas se firent entendre. Jasmine se tenait dans le couloir, à moitié endormie, se frottant les yeux. « Maman, ça va ?» Émilie essuya rapidement son visage et força un sourire. « Oui, ma chérie. J'ai juste eu une longue journée. » Les garçons, Jadon et Joël, la rejoignirent bientôt, confus et ensommeillés, se blottissant contre elle sur le canapé. Elle les serra tous contre elle. Et dans le silence de leur petit appartement, elle se posa la question qui la rongeait depuis qu'elle avait fui l'hôpital. Puis-je encore travailler là-bas? Puis-je marcher dans ces couloirs en sachant qu'il est là, en sachant ce que nous étions et ce que nous avons perdu? Elle n'avait pas de réponse. Mais ses bras autour de ses enfants lui rappelaient une vérité. Quoi qu'elle choisisse, elle avait déjà accompli la chose la plus difficile. Elle avait survécu. Une semaine plus tard, Japheth d'Anjuma guérissait, mais pas de la manière dont les médecins l'espéraient. Son corps, oui, ses côtes lui faisaient encore mal, mais il pouvait marcher, parler, manger seul à nouveau. Mais à l'intérieur, c'était une tempête. Au moment où il avait vu le visage d'Émilie, quelque chose en lui s'était brisé, et autre chose s'était éveillée. La culpabilité qu'il avait enfouie sous des années de froideur remonta à la surface comme de la lave. Il ne pouvait pas se reposer tant qu'il ne l'aurait pas retrouvée. Mais lorsqu'il demanda ces informations à l'hôpital, ils refusèrent. Confidentialité des patients, dirent-ils. Il comprit et respecta cela. Alors, il engagea un détective privé. En 4 jours, l'homme revint avec un nom, une adresse, et une photo qui coupa le souffle de Japheth. Émilie Obi, avec 3 enfants, des jumeaux et une fille, 6 ans. Ses mains tremblaient alors qu'il regardait l'image. Les garçons étaient lui. Son visage exact, ses yeux exacts. C'était comme si quelqu'un avait cloné son enfance et l'avait placé dans des salopettes en jean et des baskets Spider-Man. Il ne savait pas ce qu'il allait dire. Il savait seulement qu'il devait la voir. Pas pour prendre quoi que ce soit, pas pour revendiquer, mais pour s'excuser, et supplier pour la paix, le pardon, la closure, si rien d'autre. Lors de la visite, Japheth se tenait à la porte du petit appartement bien rangé, le cœur battant comme un tambour. Sa voiture était garée discrètement plus loin, son équipe de sécurité laissée derrière. Il leva la main pour frapper. Avant qu'il ne puisse le faire, la porte s'ouvrit en grinçant. Un petit garçon se tenait là, clignant des yeux vers lui. Grands yeux, nez large.
Ce même sourire tordu. Les genoux de Japhet faillirent céder. Pas besoin de questions, pas besoin de test ADN. Cet enfant était le sien. Bonjour, dit doucement Japhet, s'agenouillant instinctivement. Ta maman est là. Avant que le garçon ne puisse répondre, un autre garçon jeta un coup d'œil derrière lui, puis une petite fille, tenant un dessin au crayon. 3 d'entre eux, chacun marqué par des parties de son visage. Il entra, le souffle court, les émotions tourbillonnant comme un ouragan en lui. Il n'entendit pas les pas légers dans la cuisine. Il ne la vit pas émerger avec un bol de bouillie de yam dans les mains, mais elle le vit, et elle se figea. Le bol faillit tomber. Japhet, souffla-t-elle. Il se tourna, les yeux déjà pleins de larmes. Et puis il tomba à genoux, là, au milieu de son salon. Les larmes coulaient sur ses joues alors qu'il baissait la tête. « Je suis désolé, sanglota-t-il. Émilie, je suis tellement désolé. Elle resta immobile, le cœur battant, le corps tendu. Il ne pouvait pas parler clairement. Ses mots étaient embrouillés, bruts, des sanglots étouffés. Tout son corps tremblait alors qu'il serrait sa poitrine. J'ai laissé tout gâcher. Je t'ai laissé être ruiné. J'aurais dû te protéger. J'aurais dû t'aimer à voix haute. Mais j'étais un lâche. Je pensais que j'avais le temps. Je pensais que j'oublierais. Je n'ai jamais oublié. Pas un seul jour. Il leva les yeux vers elle. J'ai manqué la meilleure partie de moi. Je les ai manqués. Et je me déteste pour ça. Émilie restait figée, les yeux fixés sur l'homme qui l'avait autrefois détruite et qui maintenant s'effondrait à ses pieds. L'homme qui l'avait regardée partir sans rien dire était maintenant à genoux devant elle, implorant une seconde chance pour respirer. Et à cet instant, elle ne savait pas si son cœur serait jamais le même. Émilie était assise en silence, les bras croisés sur sa poitrine, tandis que Japhet était sur le canapé, la tête baissée, les yeux encore gonflés de larmes. Les enfants s'étaient retirés dans leur chambre après que l'étrange homme qui leur ressemblait s'était effondré aux pieds de leur mère. Ils avaient des questions, mais Émilie leur avait demandé un peu d'espace. Maintenant, elle avait sa réponse. « Je n'ai pas la force pour les jeux, Japhet, » dit-elle doucement, sa voix portant encore l'acier que des années de survie avaient forgé en elle. « J'ai 3 enfants, un travail qui m'épuise, et une vie que j'ai construite sur les ruines que tu m'as laissées. » Il leva les yeux vers elle. Elle n'était pas en colère. Elle n'était pas amère. Elle était épuisée. Mais elle continua. « Si tu veux les connaître, si tu vas vraiment rester, pas aller et venir à ta guise, alors oui. » Son souffle se coupa. « Tu peux être dans leur vie, pas la mienne. Je ne suis pas prête pour ça. Je ne sais pas si je le serai un jour. » Il hocha rapidement la tête, sa voix à peine un murmure. « Merci. Je ne le prendrai jamais pour acquis. Je le promets. » Et c'est ainsi que tout commença. Les premières semaines furent maladroites. Jadon, le jumeau plus réservé, mit du temps à s'ouvrir à lui. Joël lui posait 100 questions par jour. Jasmine voulait savoir s'il pouvait tresser les cheveux. Japhet faisait de son mieux. Il lisait des livres sur la parentalité, regardait des dessins animés qu'il ne comprenait pas, les emmenait au parc le week-end, leur achetait des livres, pas des jouets, parce que c'est ce qu'Émilie faisait. Au début, il se sentait comme un étranger. Mais lentement, quelque chose changea. Les enfants commencèrent à courir vers la porte lorsqu'ils entendaient son coup. Ils l'appelaient « Tonton Japhet ». Puis un jour, Joël demanda « Est-ce que je peux t'appeler papa ?» Japhet pleura là, dans le salon. Il passa 4 mois à essayer, vraiment essayer, de devenir un père. Il était patient, présent, et contrairement à l'homme froid et distant que le monde connaissait. Émilie observait. Il ne ressemblait plus à un PDG. Il ressemblait à un homme qui comprenait enfin ce qui comptait. Et lentement, Émilie commença à s'adoucir. Elle n'était pas à nouveau amoureuse de lui. Pas encore. Mais elle ne pouvait nier qu'il changeait. Puis un samedi matin, tout s'effondra à nouveau. Japhet venait d'emmener les enfants manger du suya et de la glace. En rentrant, il trouva ses parents attendant devant la grille de l'immeuble. Son père, sévère, les yeux perçants, sa mère, portant un faux air de préoccupation comme un parfum. « Japhet, » dit-elle en s'approchant. « Nous avons entendu que tu étais à nouveau impliqué avec elle. »« Je suis impliquée avec mes enfants, »
répondit-il, la voix plate. Nous sommes venus avec une proposition, dit son père, s'avançant. Laisse-nous prendre la garde. Les enfants peuvent grandir dans la richesse, avec une structure appropriée, et en échange, tu retournes avec Sandra. Jaffé rit, froid et tranchant. Vous rêvez encore. Sa mère intervint. Ça peut encore marcher. Nous pouvons gérer l'angle public, façonner le récit. Tout ce que tu as à faire, c'est jouer ton rôle. Nous pouvons offrir une compensation à Émilie. Prendre les enfants, arrêter de parler. La voix de Jaffé trancha l'air comme un couteau. Ses parents se turent. Il prit une profonde inspiration, puis parla. Pas comme un garçon cherchant la permission, mais comme un homme rendant un verdict. J'en ai fini avec votre jeu. Ce n'est pas une question d'affaires, de politique ou d'image. C'est à propos de moi, de ma vie, de ma famille. Son père ricana. Nous avons construit tout ce que tu as. Non, vous l'avez acheté. Vous ne m'avez jamais construit. Émilie a fait plus pour moi avec un seul regard que vous avec vos millions. Le visage de sa mère se tordit. Tu jetterais tout? Le siège au Sénat, le respect, claqua-t-il. De la part de gens qui ne me connaissent même pas? Je préférerais le rire de mes enfants à vos gros titres. Il se tourna, puis s'arrêta. Pour information, ajouta-t-il, les regardant tous les deux dans les yeux, je vais épouser Émilie, avec ou sans votre approbation. Sa mère octa. Le visage de son père s'assombrit. Vous pouvez choisir le siège au Sénat ou choisir d'être dans ma vie et celle de vos petits-enfants. Il n'attendit pas de réponse. Il entra dans l'immeuble et ferma la grille derrière lui. Pour la première fois en des années, Jaffé d'Anjuma se sentit libre. Jaffé avait autrefois été le genre d'homme qui entrait dans une pièce et s'attendait à ce que tout le monde s'ajuste. Mais aimer Émilie, et surtout l'aimer correctement, lui apprit à plier. Et il pliait chaque jour. Il apportait des fleurs, non pour impressionner, mais pour remercier. Il offrait de l'aide, non par culpabilité, mais par un désir sincère de partager le poids qu'elle avait porté seule trop longtemps. Il ne la pressait jamais, ne demandait jamais plus qu'elle ne pouvait donner. Au lieu de cela, il donnait du temps, des efforts, de la sécurité. Parfois, il venait juste pour faire les devoirs avec les enfants et laver la vaisselle ensuite, fredonnant faux dans la cuisine. Émilie observait silencieusement. L'homme qui s'était autrefois plié sous la pression de ses parents se tenait maintenant comme une montagne pour ses enfants. Il ne se contentait pas de visiter. Il se présentait aux événements scolaires, se souvenait de la couleur préférée de Jasmine, et aidait même Joël à construire un volcan pour la journée scientifique. Il ne demandait rien à Émilie. Mais il montrait clairement, par chaque mot, chaque action, qu'il l'aimait encore. Un jeudi soir pluvieux, alors que Jaffé se tenait dans sa cuisine, remuant une soupe d'égussie, Émilie laissa enfin les mots sortir. « Je ne sais pas quand c'est arrivé, » dit-elle, croisant les bras, le regardant. « Mais je ne te vois plus comme l'homme qui m'a laissé partir. » Il se figea un instant, puis la regarda. « Je te vois comme l'homme qui lutte pour revenir depuis. » Le cœur de Jaffé faillit lâcher. Elle s'approcha, se tint devant lui et ajouta doucement. « Alors, si tu attends toujours une permission. » Sa main trembla alors qu'il fouillait dans sa poche et en sortait une boîte en velours. Elle octa. Il s'agenouilla. « Pas de discours, dit-il, les yeux brillants. Juste ceci. Laisse-moi construire avec toi ce que j'étais trop aveugle pour défendre la première fois. » Les larmes emplirent ses yeux. « Oui, » murmura-t-elle. Et pour la première fois, leurs enfants les virent s'enlacer, non comme des étrangers liés par le passé, mais comme des partenaires marchant vers un nouvel avenir. 2 semaines plus tard, la nouvelle se répandit rapidement, comme une tempête avide de pertinence. Les parents de Jaffé vinrent leur rendre visite. Mais cette fois, ils ne vinrent pas pour commander. Ils vinrent la tête baissée. Sa mère fut la première à parler. « J'avais tort, » dit-elle, la voix brisée. « J'ai eu tort pendant très longtemps. » Jaffé se tenait avec sa fiancée à ses côtés, ses doigts entrelacés avec ceux d'Émilie. « Nous avons essayé de façonner ta vie pour qu'elle corresponde à nos ambitions, » ajouta son père. « Mais ce faisant, nous avons détruit les meilleures parties de toi, et nous avons failli perdre nos petits-enfants sans même les connaître. » Puis vinrent les mots qu'Émilie n'aurait jamais pensé entendre. « Nous sommes désolés,
Émilie. Profondément, sincèrement, pour tout. Émilie resta silencieuse longtemps, mais finalement, elle hocha la tête. Je vous ai pardonné il y a longtemps, dit-elle doucement. Parce que porter la haine était plus lourd que d'élever 3 enfants seuls. Japheth la regarda comme si elle avait accroché les étoiles. Sa mère pleura ouvertement. Son père soupira et secoua la tête. Tu as fait le bon choix, mon fils. Tu as choisi l'amour. Et cette fois, personne ne lui demanda de l'abandonner. Le soleil se leva doucement sur la gosse ce matin-là, projetant des rayons dorés doux sur l'horizon. C'était le genre de matin dont les poètes parlent. Une brise légère, des cieux aussi calmes que de la soie, et une quiétude sacrée. Dans un jardin privé à Ikoyi, des roses blanches bordaient une courte allée. Des chaises dorées étaient remplies d'amis proches, de sourires discrets, et du rire joyeux de 3 enfants très excités, vêtus d'ivoire assorti. C'était un mariage, mais pas n'importe quel mariage. C'était leur mariage. Le mariage d'Émilie Obi et Japheth d'Anjuma. 2 personnes autrefois déchirées par l'orgueil, le pouvoir et la douleur, marchant maintenant l'une vers l'autre en pleine lumière, sans rien cacher, sans rien retenir. Japheth se tenait à l'autel, dans un costume blanc sur mesure, l'incarnation de la paix. Son cœur battait lentement mais sûrement dans sa poitrine. Il avait fait le travail, gagné le pardon, choisi l'amour encore et encore. Et maintenant, il était sur le point d'épouser la femme qui n'avait jamais cessé de vivre dans les recoins de son cœur. Le quatuor à cordes commença à jouer. Tout le monde se leva. Et elle apparut. Émilie descendit l'allée dans une robe en dentelle couleur champagne, rayonnante, gracieuse, puissante. Elle ne pleura pas. Elle sourit, un sourire discret, celui d'une femme qui avait traversé des tempêtes et marchait maintenant au soleil. Jasmine jetait des pétales devant elle. Jaden et Joël marchaient derrière elle comme de fiers petits gardes. Quand Émilie atteignit l'autel, Japheth ne pouvait pas parler. Il prit simplement ses mains et laissa les larmes couler librement sur ses joues. Il n'avait pas besoin de vœux élaborés. Le monde avait déjà entendu assez de mots. Alors, ils firent simple. « Je promets de ne plus jamais être un lâche », murmura Japheth. « Je promets de ne plus jamais tout porter seul », répondit Émilie. Quand l'officiant les déclara mari et femme, les acclamations des enfants furent les plus fortes. Plus tard ce soir-là, sous des lumières scintillantes, la réception éclata de joie. Les invités dansaient sur une douce musique iglyphe. Les assiettes étaient remplies de jollof, de poissons grillés et de petits amuse-gueules. Le champagne coulait, mais personne ne buvait aussi profondément que Japheth buvait la vue de sa femme riant avec sa fille. Émilie se tenait au milieu de la piste de danse avec les enfants, pieds nus, rayonnante, vivante. Et Japheth savait sans aucun doute que c'était tout ce qu'il avait toujours voulu. Pas d'accord commercial, pas de siège électoral, pas de fusion à $1 milliard. Juste cela, une maison, une famille, la rédemption. Plus tard cette nuit-là, alors que les invités s'évanouissaient sous les étoiles et que les enfants s'endormaient côte à côte dans un coin du jardin, Japheth prit la main d'Émilie et embrassa ses phalanges. Comme il le faisait autrefois. « Je ne mérite pas ça, dit-il doucement. « Tu ne le méritais pas, répondit-elle en plaisantant. Mais tu es devenu l'homme qui le mérite. » Et ensemble, sous le clair de lune, ils entrèrent dans l'éternité. Pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce que l'amour véritable, le vrai amour, revient toujours quand on le choisit à nouveau. Le domaine des d'Anjuma n'était plus un palais de silence froid. Il était devenu un sanctuaire de rire, de pancakes matinaux, de chaussures oubliées sur les escaliers, et de dessins d'enfants scotchés sur les murs de la cuisine. Émilie était assise dans son bureau à domicile, maintenant docteur Émilie d'Anjuma, fondatrice de Opring Pédiatrique, une clinique moderne pour enfants à Lekki. Son stéthoscope pendait près de la fenêtre, et son nom brillait fièrement sur la porte vitrée à l'extérieur. Elle l'avait fait, non pas parce qu'elle avait de l'aide, mais parce qu'elle s'était battue pour cela. Chaque examen réussi, chaque quart de nuit survécu, chaque larme cachée derrière un sourire courageux l'avait menée ici. Japheth entra dans la pièce en silence, une tasse fumante de thé à l'hibiscus à la main. Il portait maintenant plus souvent des jeans et un t-shirt simple que des costumes. Le lion des salles de réunion était devenu un lion à la maison, rugissant seulement quand ses enfants essayaient de chipper des biscuits avant le dîner. « Tu as encore oublié ton thé, docteur d'Anjuma, dit-il en souriant. Elle sourit.
Je dirige une clinique. J'oublie beaucoup de choses. Il embrassa son front. Jamais ça, murmura-t-il. Dans le jardin, Jadon jouait de la guitare sous le manguier. Joël dessinait des personnages de super-héros sur un tableau blanc. Et Jasmine? Elle courut à l'intérieur en criant « Maman, papa, j'ai eu le rôle. Je suis la danseuse principale à l'école. » Émilie et Japhet échangèrent des sourires fiers et se précipitèrent pour l'enlacer. Leurs enfants ne portaient pas seulement le visage de Japhet. Ils portaient leurs deux cœurs. Cette nuit-là, après que les enfants furent couchés, Émilie et Japhet s'assirent sur le balcon, sirotant du thé, les mains entrelacées. « Penses-tu parfois à comment tout a commencé ?» demanda Japhet. Émilie hocha la tête. « Tout le temps. Et je n'arrive toujours pas à croire qu'on y est arrivé. » Il la regarda, les yeux pleins de paix. « Tu m'as sauvée. » Elle posa sa tête sur son épaule. « Nous nous sommes sauvés l'un l'autre. » Et à cet instant, sous les étoiles et le bourdonnement tranquille de la vie nocturne de Lagos, ils n'étaient plus un PDG et une domestique. Ils étaient des partenaires, des survivants, des amants, et les parents d'un héritage bâti non pas sur l'argent ou le pouvoir, mais sur un amour qui refusait de mourir. 6 mois après l'inauguration de Opring pédiatrique, la clinique était devenue un refuge pour les mères qui se sentaient autrefois oubliées. Des murs pastel propres, une musique douce, des infirmières chaleureuses, et au cœur de tout cela, Émilie d'Anjuma. Elle ne guérissait pas seulement les enfants, elle se guérissait elle-même. Japhet lui avait offert la clinique en surprise, un bâtiment enveloppé d'un ruban élégant dévoilé le jour de son anniversaire. « Pour que tu n'oublies jamais à quel point tu comptes », avait-il murmuré ce jour-là. Mais ce que ni l'un ni l'autre n'attendait, c'était le miracle. Cela commença par des nausées matinales. Émilie pensait que c'était de l'épuisement, peut-être du stress. Mais un test à l'hôpital plus tard, elle se tenait dans la même salle d'examen où elle donnait autrefois des injections, tremblant avec le résultat à la main, enceinte. Son esprit tourbillonnait. On avait dit à Japhet que les dommages de l'accident l'avaient rendue infertile. Ce n'était pas impossible, juste extrêmement improbable. Mais ils étaient là, un bébé. Leur bébé. Quand Émilie le lui annonça, Japhet tomba à nouveau à genoux. Cette fois, pas par regret, mais par gratitude. Il rit. Il pleura. Et lorsqu'il tint l'image de l'échographie contre sa poitrine, il murmura « Tu es notre porte-bonheur ». Et c'est ainsi qu'elle s'appela, Charme d'Anjuma. Une fille née dans une maison bâtie sur des secondes chances. Un enfant enveloppé de lumière. Japhet l'emmenait partout, attaché à sa poitrine. Le monde le connaissait encore comme un PDG milliardaire. Mais à la maison, il était juste le papa de Charme. Et il ne cessait de remercier Dieu qu'Émilie lui ait donné une seconde chance. Pas seulement pour l'amour, mais pour la vie. Chers spectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de ce récit dramatique? Nous aimerions entendre vos pensées dans les commentaires ci-dessous.